Certains aiment beaucoup taper dans un ballon. Il faut savoir que le football est le loisir préféré des Français, une statistique qui se vérifie également dans la région puisqu'il y a 167 000 licenciés. D'autres préfèrent taquiner le goujon, ils sont un petit peu moins nombreux en Pays de la Loire, 132 000 pêcheurs. Quand les troisièmes, eux, s'en remettent à Diane ou Artémis, selon que vous avez fait du latin ou du grec au collège, il y a 68 000 chasseurs ligériens. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser des gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, à s'armer d'un fusil pour aller ensuite traquer et tuer du gibier? Il y a le plaisir de tenir une arme, certes, mais également un discours environnementaliste. Des chasseurs viendront nous l'expliquer. Ils seront rejoints par un anti-chasse, quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler. Il nous expliquera pourquoi. Et puis en matière de chasse, on ne fait pas n'importe quoi en France. Il y a un gendarme de la chasse, un office national qui surveille tout cela de très près. L'un de ses membres sera également avec nous. Reportage, interview, débat. Promis, on ne tombera pas dans la caricature. On ne vous dira pas ce qu'est un bon chasseur, ce qu'est un mauvais chasseur. Si vous voyez un petit peu à quoi je fais référence, Enquête de région commence. Bienvenue. Nous sommes à Bushman, dans le Maine-et-Loire, aux Portes d'Angers. La ville est toute proche et là nous sommes en pleine nature. Face à moi un étang avec beaucoup de gibier d'eau et puis derrière une forêt et autour des terres agricoles. Une nature dans laquelle l'homme travaille, dans laquelle il se promène, dans laquelle il évolue. Une nature que l'homme doit partager avec des animaux qu'il chasse. Depuis la préhistoire, l'homme a toujours chassé. Alors évidemment, au fil des siècles, l'activité a quelque peu évolué. Dans l'Antiquité, tout le monde chassait. Au Moyen-Âge, c'est un petit peu changé. C'était réservé aux rois et à ses vassaux. L'homme chasse, mais la femme, elle, n'a pas toujours eu le droit de tenir une arme pour tuer du gibier. Alors on chasse évidemment pour se nourrir, pour se protéger des bêtes sauvages, pour se défendre. Et puis la Révolution arrive et là, tout change. Tout le monde peut chasser. C'est ouvert à tous. Et je vais rejoindre mon premier invité pour en parler. Édouard Alain Bidot, bonjour. Monsieur Faure, bonjour. Président de la Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire. J'ai résumé un petit peu l'histoire de la chasse, c'est ça, vous souscrivez? Tout à fait, vous avez bien visionné votre copie. Alors évidemment, on vous voit avec le fusil, qui n'est pas armé, mais en tout cas, le fusil est là, les bottes, la tenue de chasseur. Ça représente quoi pour vous, la chasse? Une passion, et puis toute une vie mise au service de cette passion. Quand vous dites toute une vie, vous chassez depuis quel âge? J'ai commencé comme porte-carnier à 7 ans. La première ouverture. Donc ça fait quelques dizaines d'années. C'est ça. Bon. Est-ce que c'est un loisir quand même un petit peu particulier qui consiste à avoir une arme, à feu en l'occurrence, et de traquer puis de tuer des animaux? Alors c'est vous qui dites que c'est un peu particulier. C'est une question. Pour nous, ça fait partie de notre vie ordinaire de gens à la campagne. On chasse, on pêche, on cultive, on ramasse des champignons, voilà, et on se... Voilà. Vous êtes plus un observateur de la nature qu'un chasseur? Ah non, je suis d'abord chasseur, mais ça ne m'empêche pas d'observer les choses. Parce que si vous êtes chasseur et que vous n'observez rien, excusez-moi. Ça c'est quoi ça? C'est votre téléphone? Oui, c'est mon téléphone. Bon, je vous laisse répondre. Ce qui pose problème à beaucoup de non-chasseurs, c'est le dimanche. Alors pas le dimanche en tant que tel, mais la chasse le dimanche. Ils aimeraient pouvoir profiter de la nature, se promener en toute quiétude, sans croiser des chasseurs, sans entendre des bruits de fusils. Seulement le problème, c'est que beaucoup de chasseurs, eux, n'ont que ce jour-là pour chasser. Alors le dimanche, avec ou sans la chasse? Reportage de Vincent Rénal. C'est d'abord une histoire d'homme qui démarre toujours le ventre plein. On mangera un peu avant de partir pour avoir des forces. Ça fait partie du truc. Ah bah oui, c'est la convivialité avant tout normalement. Allez Nico. Ah bah lui il court. La Guitoisière, à une trentaine de kilomètres d'Angers, ils sont très actionnaires à pouvoir disposer des 360 hectares de cette chasse privée. Un terrain de jeu qu'ils arpentent à plusieurs. Bien sûr, les anciens peuvent y venir en semaine, mais le dimanche, c'est un jour sacré. Nous, c'est plutôt la camaraderie, la fête entre copains, de se retrouver tous les dimanches. Et puis ce qui est important aujourd'hui, comme notre chasse, on a récupéré plein de petits jeunes. Et si ces jeunes-là ne chassent pas le dimanche, ils n'ont plus de chasse, parce qu'ils travaillent.
Le côté le plus sympa de la chasse, c'est de voir bien travailler son chien. C'est ça le plus intéressant. Nous, aujourd'hui, c'est notre plaisir. On travaille toute la semaine, on n'a pas le temps forcément. Ça nous permet de sortir nos animaux, de nous balader, de nous retrouver entre copains. Aujourd'hui, ce serait dommage de supprimer le dimanche. Leur plan de chasse pour la saison prévoit de se limiter à 16 lièvres, 11 faisans et 12 chevreuils. Eux parlent de prélèvement. Dans ce milieu, le verbe tuer se fait rare. Du côté des défenseurs de la cause animale, en revanche, on a plutôt tendance à appeler un chat et la chasse un massacre. Chasser, qu'est-ce que c'est? Chasser, c'est vouloir tuer. Sinon, on fait de la chasse photographique. La France, c'est le seul pays d'Europe où la chasse est autorisée tous les jours. Dans les pays d'Europe du Nord, elle est interdite le dimanche. Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, c'est interdit le dimanche. C'est pas normal que au moins le dimanche, on ne puisse pas se promener en paix, dans le calme. Et puis, ça ferait aussi un jour de répit pour les animaux qui vivent dans la terreur. C'est un enfer sur Terre pour eux. La chasse, ce n'est pas ce qu'on appelle simplement un prélèvement. Derrière la chasse, il y a les conséquences odieuses. Et je pense notamment au gibier blessé, au gibier traqué. Il y a tellement d'animaux qui sont blessés qu'on ne retrouve pas forcément. Ils vont se cacher pour mourir. C'est dire qu'il y a derrière cet acte une grande souffrance. Voilà ce qu'est vraiment la chasse. Faux procès se défendent les chasseurs. Selon une enquête menée par leur fédération nationale en 2016, 64% d'entre eux se disent d'abord avides de nature. On n'a pas le droit. Et admiratifs du travail de leurs chiens. Enfin, quand ils obéissent. Chico. Ce jour-là, ce jeune chevreuil n'est pas censé faire partie du tableau de chasse. C'était pas prévu. Non, pas du tout, non, pas prévu. Un chien qui court après, voilà, malheureusement. Que le maître n'a pas réussi à contrôler son chien. Et donc voilà, le chevreuil était blessé, donc du coup on met fin à ses jours, c'est comme ça. Parce qu'on ne va pas laisser repartir un chevreuil blessé. Et voilà, on a mis un bracelet, et voilà. C'est pas ce que je voudrais voir, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la chasse. À vous! Les partisans de ce loisir rappellent aussi qu'ils œuvrent toute l'année pour la régulation du gibier. C'est les seuls qui la font. Et notamment en matière de sanglier qui pose le plus de problèmes à l'agriculture en ce moment. S'il n'y a plus de chasseurs, il faudra bien le faire par quelqu'un. Donc ça peut être que par des fonctionnaires assermentés, comme ça se fait en Suisse. Et ils sont en train d'y revenir parce que ça leur coûte très cher. Et l'efficacité, elle est pas forcément aussi intéressante que celle que pouvaient avoir les chasseurs. Tous les animaux se régulent seuls en fonction de la nourriture et de l'espace qu'ils occupent. Et ce qui se passe, c'est que ce que les chasseurs font, ils agrènent tous ces animaux l'hiver, ils leur donnent du maïs, ils leur donnent des graines, et les animaux qui ont à manger se reproduisent beaucoup plus. Mais ce dimanche à la campagne réunit plusieurs acteurs qui peuvent aussi parfois s'entendre. Allez, bonne journée. Vous êtes censé chasser à combien de mètres des maisons On dit 150 mètres. Hein. Bon, en général, on se met dos aux maisons quand on veut tirer, quoi. Comme ça, il n'y a pas de problème. En 2016, la Fédération de chasse des Pays de la Loire a co-signé une charte des usagers de la nature, avec les représentants des randonneurs pédestres, des cyclotouristes, des adeptes du roller et ceux du tourisme équestre. Un contrat moral pour mieux se connaître, se respecter et construire des ponts entre les usagers plutôt que des murs. J'habite dans un endroit où il y a beaucoup de chasse. Effectivement, nous, d'abord on se prévient. Et puis après, on se respecte. Si on a affaire à des gens intelligents, ça se passe bien. Mais il y a beaucoup de peur autour de ça. Je pense que les gens ont toujours peur de prendre un coup de fusil. C'est jamais arrivé ici. Il y a des accidents de chasse, j'en ai vu à côté, mais c'était entre chasseurs. C'était pas sur du public qui se promenait. Une folie meurtrière pour les uns, un loisir addictif et affectif pour les autres. La chasse est surtout une histoire passionnelle qui peu à peu s'étiole. La France compte aujourd'hui un peu plus d'1 million de chasseurs. Ils étaient le double il y a 30 ans. La chasse, la chasse, la chasse, à la santé du confrère, qui nous régale aujourd'hui.
Alors il faut préciser qu'on peut chasser tous les jours en France, tous les jours sont ouvrables pour la chasse. Vous comprenez, Édouard Alain Bidault, les arguments des anti-chasses le dimanche? Je peux comprendre. La problématique, c'est que la chasse, c'est un loisir, et les gens peuvent pratiquer leur loisir quand ils ne travaillent pas. Alors j'ai 60% de mes chasseurs qui sont des actifs, comme d'ailleurs dans le reste de la société Alors, le française. président de la Fédération nationale des chasseurs, lui, dit la chasse le dimanche, ça doit rester et ça restera comme ça. Oui, mais c'est la seule façon qu'on a de pouvoir faire notre loisir. Sans ça, quand on travaille, on n'a que le dimanche pour chasser. Est-ce qu'il y a des particularités de la chasse en Pays de la Loire? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de gibier, le gibier est plus intéressant? Alors on est une région qui est très diversifiée. Vous allez par exemple prendre le Baugeois qui est très boisé, donc le paysage est évidemment un paysage forestier. Vous allez sur Douai-la-Fontaine, la plaine de Douai, vous avez de la plaine qui accueille un certain nombre d'espèces de petits gibiers. Puis vous avez la Loire-Atlantique qui est quand même très spécialisée canard. Avec la Brière? Avec la Brière, et puis ils ont beaucoup d'eau. Et donc si vous voulez, quand vous avez beaucoup d'eau, vous avez les chances d'avoir beaucoup de canards. Ouais, en tout cas, on peut chasser dans les 5 départements des Pays de la Loire. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de chasse? Alors un plan de chasse, en fait, c'est un quota de prélèvement. Ça veut donc dire qu'on estime une population de quelques espèces que ça puisse être, et on détermine son taux de reproduction pour l'année, et on établit un prélèvement en fonction de ça. Quand vous dites on, c'est vous les chasseurs? Il y a d'autres instances qui interviennent? Non, c'est une commission départementale. Composée de qui? Composée d'agriculteurs, d'ornithologues ou des gens qui ne font que de la nature, des naturalistes, et puis des chasseurs, des pêcheurs. Donc ça fait office à peu près tout ce qu'il y a sur un territoire est réuni dans cette commission départementale. Donc vous déterminez des quotas en fait, des animaux qu'il faut chasser ou ne pas chasser? Oui. Pour assurer... Oui, dans certains endroits, on peut avoir un plan de chasse qu'on appelle un plan de chasse zéro, c'est-à-dire que la chasse à l'espèce est ouverte, mais on ne peut pas en prélever. Droit de chasse et droit de chasser, il y a une différence. Vous pouvez me l'expliquer? Alors le droit de chasse, c'est quand vous avez un territoire d'affilié, où vous êtes propriétaire, où vous êtes locataire, d'un territoire de chasse. Ça, vous avez le droit de chasse. Et vous n'avez pas vu le lièvre. Non, c'est vous qui avez le lièvre. Et le droit de chasser, c'est quand vous avez votre permis de chasser. Vous avez votre permis, vous avez le droit de chasser. Mais vous n'avez pas forcément un droit de chasse. Bon. Est-ce qu'on peut chasser partout, ou alors sur un terrain privé, on ne pénètre pas, même quand l'animal est blessé? Non, hormis quelques épisodes en chasse à courre où quand l'animal il est sur ses fins, on appelle ce qu'on appelle le droit de suite, ou quand un animal, et notamment du grand gibier, est blessé mortellement, on a ce qu'on appelle le droit de suite. C'est une tolérance. Mais normalement... Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans son jardin ou chez soi avec être mis en joue par un chasseur? Ah, tout est possible. C'est possible. Tout est toujours. C'est déjà arrivé à certains agriculteurs, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai, tout est possible. C'est dommageable quand même, c'est regrettable. Bien sûr que c'est regrettable, mais enfin, écoutez, dans une société, quand vous avez tous les gens qui sont extrêmement bons, extrêmement vigilants, vous me donnez quelle société c'est, parce que j'adhère. C'est pas parfait. La chasse, c'est quoi, 150 € par an pour faire valider son permis? Alors, pour faire valider son permis, c'est 152 ou 3 € par an, plus, si vous êtes dans une société communale, un droit de chasse pour avoir le droit de chasse, c'est-à-dire dans les sociétés, communales de notre département, c'est entre 80 et 150 € par an. Donc il y a une fédération régionale, une fédération départementale, et ensuite, par localité, on va dire, par secteur, il y a des groupements. Oui, puis il peut y avoir des règlements différents. Bon. Et le matériel, ça coûte cher? On ne change pas le fusil tous les ans? Non, un fusil, c'est mon premier fusil, vous voyez, donc ça fait une vie. Mais ça va quand même de 1 300 à 8 000 € selon l'équipement qu'on prend. Vous avez des fusils à 600 €, et puis souvent vous avez des fusils d'occasion qui ne sont pas chers. Pour un premier permis, c'est souvent ce qui se passe. Ouais. On va continuer d'avancer, je vais vous présenter quelqu'un qui n'aime pas du tout la chasse. On va le retrouver. Très bien. Voilà, je vous présente Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Maine-et-Loire, Édouard Alain Bidault, bonjour, président de la Fédération régionale. Installez-vous, on s'installe façon bucolique dans cette forêt de Bushman.
Alors Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie en Maine-et-Loire, pourquoi êtes-vous anti-chasse? Je suis originaire d'une commune rurale des Deux-Sèvres, Mauléon, et je comprends l'aspect traditionnel de la chasse et familial. Et je suis persuadé que la quasi-totalité des chasseurs sont des amoureux de la nature. Moi, ce que je conteste dans la chasse, c'est que c'est d'abord dangereux et que c'est, selon moi, une pratique violente. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on peut très bien aller se balader en nature et observer la faune, la flore, tout en la photographiant ou simplement en l'appréciant, en la regardant. Ouais. Il y a une façon de tuer les animaux qui vous choque plus qu'une autre? Ou à partir du moment où on tue un animal, c'est pas bien? Il y a les deux. À partir du moment où on tue un animal, moi je trouve que ça pose vraiment question. Après, chacun en conscience fait ce qu'il souhaite, parce que c'est une pratique qui est complètement légale, la chasse y compris. Mais pour ce qui est de la chasse, je questionne vraiment les pratiques violentes, qui pour certaines le sont vraiment très violents. Le déterrage, le piégeage sont des pratiques qui, pour moi et pour Europe Écologie, devraient être interdites. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Édouard Lamido? Écoutez, moi, rien de particulier. Je connais un petit peu quand même. Monsieur Lavaux est pas vraiment d'Europe Écologie Les Verts. J'ai lu leur programme où j'ai vu 57 fois interdire à différents niveaux. Bon, mais chacun a le droit d'avoir sa façon de penser, de voir les choses. On est là pour en parler, justement. Bon, simplement, je voudrais poser une question, monsieur Lavaux. Est-ce que vous êtes déjà allé à la chasse? Non. Donc vous parlez de choses que vous n'avez encore pas vécues. Il serait bien que vous puissiez aller à la chasse avec des chasseurs lambda pour après avoir un autre sentiment ou une autre vision des choses. Voilà. Je connais des chasseurs. Hein. Non, mais j'ai vu des reportages sur la chasse. Je pense moi aussi, savoir de quoi je parle. Moi aussi, mais les reportages sur la chasse, comme des fois sur d'autres activités sociales, on n'a qu'une vision très tronquée des choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas la sentimentalité ou les sens en éveil comme on peut les avoir quand on est dans la nature, à la chasse et tout ça. Donc voilà. Dans la nature. Alors moi, pas besoin d'avoir un fusil avec soi pour éprouver ça. Moi, quand on me dit que j'aime pas la chasse, je réponds toujours nul n'est parfait. Bon, vous faire. Pour revenir sur la condition, les façons dont vous tuez les animaux, si un animal est gelé l'hiver, s'il est bloqué près d'un étang, s'il est fatigué, etc., est-ce que le chasseur va aller le tuer? Ou alors est-ce qu'il lui laisse la vie sauve, il reviendra plus tard? Alors, si vous étiez un peu dans le milieu et dans la nature, vous vous rendriez compte que les chasseurs, quand c'est période de disette, ils sont à distribuer du grain dans les agrènoirs, à agriner les canards et tout ça, ils ne chassent pas. On n'est pas idiots. Et c'est simplement même pas de l'utopie. Ça contribue au recensement dont vous parliez précédemment. Si on veut avoir des espèces à poursuivre de nos assiduités, il faut qu'on les préserve. Ouais. Les lâchers d'animaux, ça vous choque? Oui, ça me choque parce que prétendre qu'on régule, qu'on aime la nature, alors qu'en même temps on tue des animaux derrière qu'on vient de lâcher parfois quelques jours avant, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Où est la notion de régulation là-dedans qui est tant revendiquée par les chasseurs? Alors il y a des nuisibles aussi. On va en parler dans un instant parce que les gibiers étaient attendus au coin du bois, si je puis dire, dès le 16 septembre dernier, veille de la date d'ouverture de la chasse, dans 3 des 5 départements de la région des Pays de la Loire. Certains animaux, eux, étaient déjà dans la ligne de mire depuis quelques semaines, comme le sanglier. Il faut savoir que c'est un animal qui se déplace en meute et qui cause de nombreux accidents chaque année, sans parler des dégâts pour les agriculteurs. Céline Dupérat et Jean-Marc Lallier. Il ne se déplace plus seul, mais en bande, de plus en plus près de nos villes, de nos routes. Les sangliers traversent sans vergogne les grands axes de circulation, devenant potentiellement de réels dangers. Chaque année pourtant, de plus en plus de battues sont organisées, mais cela ne suffit pas. Donc là, tout ça c'est perdu en fait. Depuis 2 mois, cet éleveur de vaches laitières ne décolère pas. Ses champs de maïs et ses semis de colza ont été labourés par des marcassins. Le manque à gagner est important, il sera indemnisé. Ces dégâts, ils datent d'environ 1 mois et demi à 2 mois. Et puis ça a augmenté au fur et à mesure parce qu'ils ne viennent pas en une seule fois. Et puis la mère, le but, ce qu'elle fait, c'est qu'elle couche les brins pour que les petits puissent attraper les bosselles. Et puis après, on constate les dégâts qui sont comme ça. Il y a un passage là de chevreuil ou peut-être même de sanglier là. Bertrand travaille depuis plus d'1 an sur la gestion et la protection de son territoire de chasse et des espèces. Il attend l'ouverture avec impatience. Amateur de plumes, il ne traque pas le gros, mais connaît parfaitement la problématique. On a des secteurs qui sont moins chassés que d'autres. Et donc, il faut absolument qu'on trouve un équilibre de façon à réguler notamment les problèmes de dégâts. Dégâts au niveau de l'agriculture et puis les risques aussi au niveau de la sécurité routière par la prolifération de ces sangliers.
pourquoi ne pas autoriser une année, lorsqu'il y a une population importante, autoriser la chasse toute l'année pour les gens qui ont un permis de chasse. Et puis ça pourrait peut-être au moins diminuer, voire gêner les populations de sangliers, afin qu'elles restent plus confinées dans les bois, plutôt qu'elles viennent sur les cultures, quoi. L'an passé, les sangliers ont été impliqués dans plus de 300 collisions en Maine-et-Loire. 4500 bêtes ont été abattues sur le département, 700 000 sur l'ensemble du territoire national. Allez, retour sur le plateau d'enquête de région, installé pour l'occasion dans une belle forêt de Bushmen, dans le Maine-et-Loire. Vous me disiez, on parle d'un sanglier en compagnie, pas en meute. Oui. Là, j'ai commis un impair. Oui. Bon. La meute, c'est pour les chiens. Il faudrait qu'on définisse un peu ce qu'est un nuisible. Est-ce qu'un sanglier, un blaireau, un renard sont des nuisibles et donc doivent être tués prioritairement par les chasseurs? Alors, moi, je n'ai pas du tout le concept de nuisible. On a vu quand même les dégâts chez l'agriculteur. Non, mais j'ai un concept de population d'animaux qui peuvent provoquer des dégâts. C'est tout. Ça, pour moi, un des plus grands nuisibles... Dans ce cas-là, ils sont nuisibles pour quelqu'un. Un des plus grands nuisibles, ça a quand même été l'homme en matière de nature. Hein. Bon, il a procédé à des choses, mais il en a aussi détruit pas mal. Donc, bon, quand une espèce augmente de trop, elle provoque forcément des dégâts. Là, pour le sanglier, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs sont dans une économie difficile, très difficile en ce moment, et ils ont du mal à supporter des dégâts de sangliers. Donc on essaye de tout faire pour essayer de limiter les populations. Voilà. Alors c'est quoi tout faire? Ah ben débattu. À titre d'exemple, cette année, on a doublé nos prélèvements depuis le 1er juillet. Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans le Maine-et-Loire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'animaux, auquel cas les chasseurs sont très utiles pour réguler un petit peu ces populations? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un plan sanglier au niveau national qui a été établi et qui dit notamment qu'il faut arrêter d'agréner le grand gibier, c'est-à-dire de nourrir, de laisser de la nourriture dans les forêts ou les bois à longueur d'année pour nourrir ces populations, alors qu'on dit qu'elles sont aujourd'hui trop implantées dans certains endroits et qu'elles causent des dégâts. Alors que le plan départemental qui a été travaillé dit vous pouvez continuer à agréner. Donc déjà là on a un souci, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y en a trop mais en même temps on les nourrit. Donc il faudrait peut-être commencer par arrêter de les nourrir. Et la deuxième chose, et que défend notamment le rassemblement anti-chasse français, c'est de dire pourquoi on ne clôturerait pas les parcelles de champs de maïs qui subissent des dégâts. C'est une solution qui a été mise en place pendant un temps. Pourquoi on ne continue pas à faire ça et à le faire plus? Ouais. Vous l'entendez ça ou pas? J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à entendre ça parce que c'est un discours de personnes qui ne sont pas dans la nature et qui ne vivent pas dans la nature. Vous direz aux agriculteurs d'aller mettre des clôtures sur toutes leurs parcelles qui risquent d'avoir des dégâts. Je vous laisse les rencontrer, vous verrez que le débat ne sera pas cool. Donc si vous voulez, on est sur 90 hectares de champs de maïs qui ont été... Bougez pas. Oui, parce que c'est pas vous qui les payez d'ailleurs les dégâts. Je vous rappelle que c'est le contribuable. Non, c'est pas le contribuable. Je regrette. Ce sont exclusivement les chasseurs qui payent les dégâts. Les dégâts causés chez un particulier, chez un agriculteur. Les animaux sauvages aux agriculteurs. C'est la fédération. Vous avez une assurance pour ça? Non, mais nous on a un fonds qui est fait exclusivement pour ça. Et c'est un fonds qui vient exclusivement des chasseurs qui pratiquent la chasse aux sangliers. Ouais. Donc les agriculteurs ne veulent pas entendre parler de clôture? Ben non, c'est trop contraignant. Et puis, si vous voulez, l'évolution de l'agriculture a aussi un jeu. Il y a des effets. On a beaucoup plus de maïs qu'avant. C'est un milieu idéal pour le sanglier. C'est une mini-forêt, j'allais dire, qui ne dure pas longtemps. Donc, c'est la nurserie et la cantine en même temps. C'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, on n'y peut rien. Moi, je n'ai pas de conseils à donner aux agriculteurs. Bon, ils essayent de gagner leur vie difficilement comme ils font. Donc, la problématique, je vais être plus global. Une espèce, pour vivre, elle a besoin que de deux choses, manger et se reproduire. C'est un problème d'environnement, exclusivement d'environnement. On a, les uns et les autres, jamais réussi dans la gestion des espèces. Donc l'homme récolte aujourd'hui ce qu'il a fait. Voilà, tout à fait. Mais donc, j'aimerais qu'on parle de la sécurité à présent. Parce qu'il faut savoir que le jour de l'ouverture de la chasse, donc le 17 septembre dernier, eh bien en Vendée, un jeune garçon de 13 ans qui accompagnait des chasseurs est mort. Il a été touché par un coup de fusil tiré par son grand-père. Ça s'est passé dans le sud de la Vendée, du côté de Trièze. Le jeune garçon avait été transporté en urgence au CHU de Nantes et il était décédé dans la soirée. Alors comment éviter de tels drames qui surviennent chaque année en France? L'an passé, 18 personnes sont mortes lors
lors de parties de chasse, dont 2 dans notre région des Pays de la Loire. C'était plus précisément en Loire-Atlantique. Le permis de chasser est délivré à l'issue d'une formation et d'un examen qui comprennent notamment des notions de sécurité. En Vendée, où il y a 16 000 chasseurs, 1000 personnes veulent devenir chasseurs et chasseresses chaque année. Sandrine Gadet et Boris Vioche ont rencontré un moniteur et un examinateur pour connaître les épreuves à passer. Tout chasseur autorisé à chasser doit avoir un fusil ouvert pour franchir un obstacle en toute sécurité. Il lui faut aussi décharger ses cartouches pour ne pas risquer un tir accidentel s'il trébuche. 2 règles fondamentales à observer lors de l'examen du permis de chasser, et ce n'est pas tout. À l'issue du passage de l'obstacle, l'obligation, c'est bien sûr de prendre en compte l'environnement avant de pouvoir réapprovisionner et bien sûr d'accentuer le contrôle des canons pour voir s'ils ne sont pas obstrués. Lors d'un passage de l'obstacle, on peut avoir effectivement des canons qui sont obstrués, donc on doit vérifier avant de recharger si les canons ne sont pas obstrués. Une autre épreuve attend l'aspirant chasseur, l'apparition inopinée d'une silhouette dans son champ de vision. L'idée, c'est de mesurer le self-control du candidat. Ce test est éliminatoire. C'est un moment soudain, donc à lui effectivement d'avoir une maîtrise par rapport à cette situation donnée. Il ne doit pas bouger, il doit prendre en compte son environnement. Le danger il est immédiat, il est devant lui. Le contrôle parfait, c'est qu'il ne bouge pas. 6 épreuves pratiques en conditions réelles et un écrit conditionnent l'obtention du permis de chasser. Et même si en Vendée l'examen est gratuit depuis 2 ans, ce n'est pas pour autant que tous les candidats le décrochent. C'est un examen comme le bac ou comme le permis de conduire, donc aujourd'hui on est à peu près à 65% de taux de réussite et ça montre qu'il y a un niveau d'exigence qui est très élevé de la part donc, des inspecteurs de l'ONCFS. Être en sécurité avec une arme aujourd'hui dans la campagne, c'est une nécessité et c'est une obligation. Ne chasse donc pas qui veut et surtout pas n'importe comment. Aujourd'hui, par exemple, 10 candidats passaient l'examen, seuls 5 l'ont obtenu. L'importance de la formation des futurs chasseurs. Allez, retour sur le plateau d'enquête de région avec Édouard Alain Bidot, président de la Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire, et Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Maine-et-Loire, opposé à la chasse. Est-ce qu'on pourrait mieux éviter, notamment par la formation, tous les accidents mortels qui arrivent chaque année ? Sûrement, parce qu'il faut limiter un maximum ces accidents qui sont dramatiques à chaque fois. Je crois que c'est 18 morts par an à peu près et 180 blessés. 18 morts en 2016 et 143 accidents et 10 morts en 2015. Et la plupart des personnes accidentées ou tuées sont des chasseurs, les chasseurs entre eux. Déjà, il y a le respect des règles existantes qui est très importante. Les gilets fluo, les casquettes, qui ne sont pas toujours portés, pour ce que j'en sais et ce que j'ai pu voir. Et nous, on milite pour un dimanche sans chasse. Alors, on l'a évoqué dans un reportage précédemment. Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, lui, ne veut pas en entendre parler. De toute façon, pour l'instant, la loi aujourd'hui permet de chasser 7 jours sur 7. Il faut quoi là ? Il faut se partager l'espace, en fait, c'est ce que vous nous dites. Si on ne peut pas se partager les jours. C'est pas une solution non plus. C'est pas une solution parce que mettre les chasseurs d'un côté, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas accéder à certaines parties et pour les randonneurs de la même façon. Enfin, je veux dire, là, on peut pas le traiter comme ça malheureusement. Donc voilà, nous on propose ça qui permettrait, parce que les chasseurs peuvent chasser tous les autres jours de la semaine, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Et certains donc le dimanche aussi, il y a certains travaillent. Donc ils n'ont que le dimanche. Oui, mais dans ce cas-là, il y a quand même 1,2% de la population qui chasse. Et il y a 87% des Français qui sont hostiles aux violences faites aux animaux. Donc voilà, il faut prendre ça en compte aussi. Donc on fait la part belle en fait à ceux qui sont minoritaires. Je pense. Je peux quand même pas tout entendre. Donc même si je peux éventuellement accepter certaines choses, mais pas tout. Alors je voudrais quand même rappeler 2 chiffres symptomatiques. Les activités sportives en France, c'est 34 200 accidents. C'est 143 l'année dernière pour les chasseurs. Ça fait 0,5%. Ceux qui meurent au Mont Blanc, vous n'allez pas supprimer le Mont Blanc parce qu'il y en a qui meurent. Ils veulent y aller, ils y vont. Bon. Oui, donc pareil, si vous pareil voulez... pour les voitures, mais revenons sur la chasse. À ce moment-là, vous ne voulez plus d'accidents de voiture. Bon, les accidents, c'est toujours un moment très pénible pour ceux qui les ont provoqués ou qui ont été les victimes et pour les familles. Une remise à niveau en matière de sécurité tous les 10 ans, c'est ce que propose votre présidente nationale. Non, mais c'est ce qu'on fait. Et il y a, oui, mais elle n'est pas obligatoire. Sur la région, il y a 10 000 responsables de chasse qui sont passés en formation depuis 10 ans. Donc c'est à peu près, sur 10 000, on est loin des 80, des 72 000, je suis d'accord avec vous, et ça continue de se faire en permanence. Alors, le permis de chasser, bon, j'allais dire, c'est un examen. On a des jeunes qui sont
assez sécuritaire, très sécuritaire même. Dans les jeunes générations? Oui, dans les jeunes générations. Donc ça va aller en s'améliorant? Pourquoi? Alors. Bien sûr. Puisque bon, les chasseurs ils vivent vieux, mais un jour ils sont un peu comme les autres, ils finissent par mourir. Hélas, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'un chasseur peut envisager à 70, 80 ans de lâcher son fusil et d'accompagner les autres qui sont plus jeunes et qui ont une meilleure formation? Bien sûr que c'est possible, mais vous allez enlever un plaisir fondamental. Il y a un gars qui a chassé toute sa vie. Non mais si le plaisir c'est la promenade et la découverte de la nature. Non mais vous nature. trouvez ça normal? Moi pas. Moi pas. La chasse justement c'est encore un espace de liberté que nous avons. Et quand, en ce qui concerne le partage de la nature, on a une charte régionale avec les randonneurs, les cyclotourismes, le tourisme équestre, justement, pour qu'on puisse vivre ensemble. Et ça se passe bien. Je veux même me référer à une autre enquête. C'est que les maires ruraux qui sont quand même les premiers à voir s'il y a des problèmes, dans le cadre de l'enquête qui a été faite à l'échelon national, il y en a 94% de maires qui disent « Nous, on n'a pas de problème entre les chasseurs et les autres ». Alors, qu'on veuille trouver les problèmes, le 1% qui dérange, je veux bien, c'est votre fonds de commerce, c'est très bien, mais je ne peux pas l'accepter. Voilà. Bon. Les jeunes qui sont mieux formés, ça vous rassure ça pour l'avenir? Mais tout ce qui peut aller dans le sens d'une amélioration de la sécurité et d'éviter ces accidents mortels, c'est forcément mieux que rien. Ouais. Et faire de la pédagogie auprès des plus jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore l'âge de passer le permis de chasser, vous êtes professeur des écoles, est-ce que vous emmèneriez vos élèves en pleine nature, accompagnés des chasseurs, pour découvrir éventuellement de la nature? Avec les chasseurs, non. Je l'ai dit en début d'émission, on peut très bien se promener en nature et observer tout simplement la faune et la flore qui est extraordinaire ici, sans avoir de fusil de chasse. On va peut-être pas vous mettre d'accord aujourd'hui, mais en tout cas, on va s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Maine-et-Loire. Merci, Édouard Alain Bidot, président de la Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire. Je vais rejoindre notre prochain invité, vous le connaissez, c'est Aurélien Viau. Il a une mission à l'ONCFS. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Je vous laisse discuter tous les deux. Merci, c'est gentil. Je vous laisse discuter tous les deux. Merci à vous. Voilà, et je rejoins mon nouvel invité, monsieur Aurélien Viau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. On va vous laisser vous entraîner. Je vais vous l'emprunter quelques instants, parce que j'ai quelques petites questions à lui poser sur sa fonction. Vous pouvez y aller, hein. Il y a un sanglier qui va débouler sur un rail dans quelques instants. Aurélien Viau, responsable régional adjoint de l'ONCFS. C'est quoi l'ONCFS? C'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et ça sert à quoi? Alors, c'est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture, qui a plusieurs fonctions, dont une assez importante qui représente la police de la chasse. Donc ça veut dire des sanctions, des procès-verbaux? Alors de la police de la chasse et de l'environnement au sens plus large, et aussi des organismes de recherche sur la faune sauvage. Donc double mission, sanctions, prévention? Alors sur le travail de police, en effet, on a tout un travail d'information, de sensibilisation, et prévention, et aussi répression, bien sûr. Ça veut dire que vous pouvez débouler, par une nouvelle expression, sur une partie de chasse et contrôler les permis de ces messieurs ou de ces dames, voir si les fusils sont réglementaires, voir ce qui est dans la gipsière est aussi en mesure d'être prélevé? Donc en effet, on vérifie tout ce qu'on peut vérifier par rapport à la pratique de la chasse. Ça va être les territoires de chasse, les espèces qui sont chassées, les armes, savoir si la personne est bien aussi en règle par rapport aux différents papiers qu'elle doit avoir pour pouvoir pratiquer la chasse. Enfin voilà, tout ce qui va être, tout ce qui va encadrer en fait l'acte de chasse, quoi. Alors il y a un problème important avec la chasse, hein, c'est le nombre d'accidents et le nombre de morts. Ça augmente. Il y en avait 10 en 2015 en France, il y en a eu 18 l'an dernier, dont 2 dans la région des Pays de la Loire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'insiste pas assez quand on fait passer le permis de chasser sur la formation, sur la prévention? Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, il faut regarder sur une période un peu plus longue que sur 2 années. Et on s'aperçoit que sur quand même 10 bonnes années, on a toujours eu, même plus, on a toujours eu une diminution systématique du nombre de morts, du nombre d'accidents et du nombre d'accidents graves. Donc il y a toujours une diminution. Alors en effet, l'année dernière, 18 morts, alors que l'année d'avant, 10 morts. Donc il faut aussi quand même s'interroger sur... Qu'est-ce qui est en cause? Le relâchement, le permis? Est-ce qu'il faut faire repasser le permis au bout de 10 ans? Est-ce que les anciens qui ne passaient pas le permis avant les années 75 ou 76 doivent maintenant le passer avec un test de capacité, un test physique? Alors, dans tous les cas, il faut jouer sur tous les leviers pour améliorer cette situation. Donc ça va être en effet sur la formation des chasseurs. Donc soit la formation initiale, et en effet le permis de chasser a vraiment évolué depuis 15 ans maintenant,
avec maintenant, ce qui n'existait pas à l'époque, en effet, une épreuve pratique. Donc on regarde véritablement la manière dont la sécurité est prise en compte par le candidat. Et puis après, la formation, j'allais dire, tout au long de la vie du chasseur. Et ça, parce qu'on a le permis, qu'on sait forcément chasser. On apprend à chaque fois qu'on sort. Oui, et puis on est aussi conducteur. Je fais souvent le parallèle avec le code de la route. Et c'est pas parce qu'on a le permis de conduire qu'on conduit toujours très bien aussi. Et parfois, on se dit que ça peut être intéressant, en effet, de se remettre en cause et puis de participer à un stage ou ce genre de choses. Est-ce qu'à 16 ans, c'est pas trop tôt? Après, j'allais dire, on a aussi quand même du recul. Ça fait quand même de nombreuses années, enfin depuis 1976, que la possibilité, elle existe. On est sur des chasseurs, des jeunes qui, j'allais dire, sont habitués à apprendre quand on est sur un jeune âge. Mieux vaut en effet avoir des gens qui soient jeunes et qu'on puisse former, mettre dans le bon moule dès le départ, plutôt que d'avoir des gens qui vont peut-être être un peu plus sur d'eux, et puis qui auront peut-être plus facilement des mauvaises habitudes aussi. Alors il y a le permis à 0 € qui existe dans tous les départements, notamment en Vendée, où il y avait 200 candidats sur des années normales il y a quelques temps, et maintenant 1000 candidats chaque année demandent à passer le permis. On s'aperçoit aussi qu'il y a quand même moins de chasseurs qu'avant. Ils étaient 80 000 il y a 5-6 ans, ils sont 68 000 aujourd'hui en Pays de la Loire. Qu'est-ce qui explique ça? La population de chasseurs vieillit, dans tous les cas. Et puis on a aussi un phénomène, c'est que les gens vivent beaucoup plus en ville aussi, donc pas forcément dans le milieu naturel, de la campagne où on pratique la chasse. Donc voilà, les gens n'ont pas forcément toujours le temps. Enfin voilà, il y a des paramètres extérieurs à la chasse. Il y a des loisirs différents. J'aimerais que vous nous disiez un mot du braconnage. Ça existe toujours, ça a toujours existé. Il y avait même d'ailleurs Charlemagne qui avait créé quelque chose pour lutter contre le braconnage. Alors, Charlemagne avait créé les lieutenants de louveterie, mais c'était plus pour lutter contre les dégâts gibier, donc pas véritablement pour le braconnage. Mais après, le braconnage, c'est toujours quelque chose qui existe, sur lequel on est aussi très investi. Alors, il y a le petit braconnage, j'allais dire, et puis après, il y a aussi le grand braconnage, donc le braconnage de nuit, souvent, ce qu'on peut s'imaginer, des gens qui sont en voiture, qui éclairent, qui tirent le gibier. Et donc, notamment, pour faire face à ce genre de choses, les agents de l'ONCFS ont vu leurs compétences judiciaires modifiées et augmentées. Et maintenant, on travaille beaucoup sur du travail d'enquête, où on a la possibilité de faire un certain nombre de réquisitions auprès des services de téléphonie, ce genre de choses. Enfin voilà, on a même la possibilité, on l'a fait dans quelques cas, d'écoute téléphonique, enfin vraiment des prérogatives d'enquête telles qu'on peut l'imaginer dans la gendarmerie, spécialisée sur ces questions d'environnement. Alors on rappelle que c'est le préfet qui fixe les dates de chasse, les dates sont différentes selon les espèces. Est-ce que le préfet, garant de l'action de l'État, peut aussi réquisitionner des chasseurs pour réguler ou écarter une population animale ? Oui, alors c'est là par exemple qu'on va parler des lieutenants de louveterie, où le préfet en fait nomme un certain nombre de personnes dont la connaissance technique est reconnue, pour pouvoir en effet organiser un certain nombre de battues pour le compte du préfet, et puis pour lutter contre différents problèmes que peuvent être les dégâts de gibier par rapport aux agriculteurs, mais ça peut aller au-delà. Je pense notamment à des problèmes de sécurité publique sur des sites où il pourrait y avoir une concentration de sangliers par exemple, et après un problème d'accident de la route potentiel. Qui sont très fréquents, qu'on a évoqués dans cette émission. Merci beaucoup Aurélien Viaud, je rappelle que vous êtes de l'ONCFS, vous êtes responsable régional adjoint de cet office. Merci beaucoup. Alors chasser, d'accord, mais quelles espèces très précisément? Quelles sont celles qui ont les faveurs en quelque sorte des chasseurs? Lapins, pigeons ou encore sangliers? Revue de détail avec Christophe Amourio. Ce sont les animaux les plus tirés par les chasseurs des Pays de la Loire. Les pigeons en très grand nombre, mais aussi les bécasses ou encore les étourneaux, tous appartiennent à la famille des migrateurs terrestres. Selon une enquête réalisée par la Fédération régionale des chasseurs, ils représentent 32% des prélèvements, quasiment un tiers du total. L'autre famille largement ciblée par cette chasse à tir, à hauteur de 28%, c'est celle du petit gibier. Les lapins, en très grande majorité, les perdrix ou encore les faisans. Une autre famille importante pour les chasseurs de la région, c'est celle des gibiers d'eau. Sa part s'élève à 20% du total. Avec un fleuve, un littoral et des zones humides, les chasseurs de la région trouvent souvent ce type d'espèces avec beaucoup de canards, surtout des colverts, mais pas seulement. Juste derrière, à 18%, arrivent les prédateurs comme le renard, le corbeau, la corneille ou encore la pie, ainsi que les déprédateurs comme le ragondin. Celui qui ferme la marche, c'est le grand gibier, avec 2% des prélèvements. Beaucoup de chevreuils, de sangliers et de cerfs. En battu, en chasse à courre, à l'approche ou à l'affût, ces animaux sont chassés dans notre région selon plusieurs modes.
Voilà, vous regardez toujours Enquête de région consacrée à la chasse. Nous sommes toujours à Bouchemaine, tout près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et je vais retrouver Sophie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Sophie de Mieul, chasseresse. Alors, je suis content de vous rencontrer parce qu'on s'aperçoit depuis le début de cette émission que c'est quand même un univers plutôt masculin. Je n'ai pas dit macho, mais quand même très masculin. Il y a tout de même des femmes. Eh oui, de plus en plus. Vous êtes nombreuses en Pays de la Loire? On ne va pas dire on est loin de la parité, mais on va atteindre les 5%. On va atteindre les 5%, donc vous allez encore loin. C'est ce qu'on comprend. Vous êtes toute jeune, on ne va pas dire votre âge, même si moi je le sais. Depuis combien de temps chassez-vous? Depuis toute petite, on va dire. C'est un héritage familial. Mes parents chassent, mes grands-parents chassent, mes arrière-grands-parents chassaient. On ne peut pas faire partie de la famille si on ne chasse pas. Si, bien sûr que si. Bon. Alors, c'est pas votre métier, de toute façon, chasseur, c'est Non, pas un non, métier. c'est pas un métier, voilà. Vous êtes employé commercial. Voilà, ça vous tout à laisse fait. du temps. Vous chassez combien de fois par semaine? En moyenne 2 fois par semaine. Et alors, il y a je pratique différentes chasses. Voilà. Alors, donc la chasse à tir, comme vous voyez aujourd'hui. La vénerie, aussi bien sur terre que sous terre. Alors la vénerie, on va expliquer, Voilà, ça ne parle pas à tout le exactement. monde, c'est quoi Voilà. la vénerie? C'est la chasse, c'est l'action de chasser à court. Ouais. Mais également Donc, à cheval oui, mais également à vélo, à pied. Ah, on se modernise. Voilà, oui, parce qu'il y a différents animaux. Ouais. Et en chasse à court, il n'y a pas de fusil. Non, il n'y a pas de. Ce sont de les fusil. chiens qui vont tuer le gibier. Poursuivre. C'est prendre un animal. Ouais. Ils vont poursuivre un animal. Alors quels sont les animaux sauvages en France qu'on peut chasser à court? Il y a le cerf, le sanglier, le chevreuil, le lièvre, le lapin, le renard qui chassent à court en France. Alors ça demande quand même du matériel, parce qu'il faut le cheval déjà. Si on veut être à cheval, mais on peut très bien suivre une chasse à court en vélo, à pied. C'est une chasse très familiale. D'ailleurs, vous parliez des femmes. Sachez qu'en chasse à court, c'est entre 30 et 40% de femmes. Il y a même des femmes qui sont maîtresses d'équipage. C'est comme ça qu'on dit, maîtresse d'équipage. Maîtresse d'équipage, voilà. C'est pas très répandu, parce que quand même sur 10 chasseurs, il y en a quand même 9 qui chassent avec un fusil. Voilà. Et le chasseur restant, il est soit chasse à court, soit chasse à vol, c'est-à-dire avec un oiseau, voilà, soit il pratique le déterrage. Déterrage, et voilà. vous avez une fonction particulière, vous êtes présidente de la vénerie sous terre. Vénerie sous terre, voilà. Dans le Maine-et-Loire. Voilà, c'est ce qu'on chasse le blaireau, le renard et le ragondin. Donc, je suis présidente depuis 5 ans de cette association. Nous sommes 42 équipages. Ouais. Voilà, donc nous prélevons. Il faut savoir que le blaireau, c'est un gibier. C'est pas comme le renard qui est un nuisible. Le blaireau se chasse avec des petits chiens. Ça peut être des phoques, des jack russell, des teckels, des yak terriers. Et donc c'est tout un autre mode de chasse. C'est encore différent de la vénerie de la chasse à court, c'est différent de la chasse à tir. Mais c'est encore une chasse très familiale et très féminine. Il y a beaucoup de femmes vous dirigez ces messieurs. Oui, je dirais ce qu'on dit en blaguant, présidente des blaireaux. Ils le prennent bien. Mais c'est pas. Oui, ils savent bien que je plaisante. Bon, vous êtes une femme, vous avez une sensibilité peut-être particulière que certains hommes n'ont pas. Quoique, est-ce que quand même le fait de tuer les animaux, ça vous a gêné à un moment, au début? Bon, aujourd'hui vous êtes peut-être habitué, mais est-ce que des fois vous pensez à ça? Non. La femme a aussi bien sa place que l'homme. Et je voudrais même que les femmes sont passionnées, peut-être un petit peu plus que les hommes. Ouais, on est très passionnés. Il y a peu de femmes, mais elles sont plus acharnées, très très motivées. Est-ce que ça a pu, à une époque de votre vie, peut-être au début, quand vous êtes fait des amis, surprendre certains ou certaines d'entre elles? Quoi, tu vas à la chasse, mais c'est quelque chose pour les vieux, ou c'est pas moderne, etc. Parce qu'il y a quand même une image ancestrale de la chasse. Oui. Mais j'ai jamais eu dans tout mon parcours, j'ai eu 3 parcours, 3 métiers différents. À chaque fois, j'ai rencontré des gens, bien sûr, qui n'étaient pas forcément... C'est plus de la méconnaissance que de l'anti-chasse. Je pense que c'est des gens qui ne connaissent pas, mais avec de la communication, quand on explique, ils comprennent, il faut bien expliquer. Moi, je les invite toujours à venir à la chasse. Et même les enfants, dans votre vie privée. Les enfants, oui, parce que je dis, comme je pratique différents modes de chasse. La chasse à court, c'est très familial, il n'y a pas d'armes, donc les enfants tout petits... On suit des chasses à court, en poussette, dans la voiture, il n'y a aucun problème. La vénerie, pareil. Pour la chasse à tir aussi, vous emmenez des amis avec leurs enfants? Chasse en petit comité. J'emmènerai des enfants en petit comité. Je ne pense pas que dans des grandes battues, la place de l'enfant est... Mais en petit comité, des chasses, c'est très familial. Bon, vous en parlez très bien en tout cas. On vous souhaite de continuer dans vos activités, puis de contribuer à faire augmenter le nombre de chasseresses donc, en Pays de la Loire. Oui, j'emmène des collègues féminines, elles aiment ça. Elles redemandent quand est-ce qu'on y va. Si elles sont... Merci beaucoup, Sophie, pour cette conversation. Et puis, bonne chasse, parce que je crois que ce n'est pas terminé pour vous. Parce que depuis le 17 septembre dernier, bien sûr, la chasse est ouverte, même s'il y a plusieurs dates selon les gibiers. L'ouverture de septembre, elle est très attendue, car évidemment, elle va permettre d'occuper de très nombreux chasseurs
tout l'automne et une partie de l'hiver. Il faut savoir qu'ils sont donc 68 000 en Pays de la Loire, de tous âges, car c'est un rendez-vous intergénérationnel. Le jour de l'ouverture, eh bien, Yann Ledos et Cécile Claveau ont guetté le gibier non loin d'ici, dans le Maine-et-Loire, du côté d'Angry. Deuxième coup de feu pour Germain et deuxième lapin dans la gibecière pour le jeune chasseur de 18 ans. Après une première saison l'an passé, Germain ne voulait surtout pas rater l'ouverture de la chasse. C'est vraiment voir les chiens travailler, être toujours dans la nature. Puis c'est une ambiance agréable quand même, être toujours entre copains le dimanche et tout ça. Donc, non, j'aime bien. Les chiens ont trouvé un lapin et donc ils le chassent en criant. Et le lapin, à un moment ou à un autre, va sortir des ronciers. Et nous, les chasseurs, on est là pour le tirer. Après, on fait un petit pâté, assez sympathique, et puis on le mange avec des amis. Ouais! Ouais! Michel Durchon est le directeur de la fédération départementale. La chasse, il peut en parler des heures, mais ce qu'il conseille aux jeunes et aux néophytes, c'est avant tout d'essayer. Il faut qu'on soit actif, qu'on regarde les traces, qu'on regarde les chiens, qu'on regarde le comportement. Et c'est une immersion totale, c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde. Un autre monde que de plus en plus de jeunes sont en train de rejoindre. En 10 ans, le nombre de permis des moins de 21 ans a plus que doublé, alors même que le nombre global de chasseurs, lui, a diminué. Aujourd'hui, on a 34 000 candidats sur toute la France. Et même au niveau départemental, on est à peu près à 600 jeunes qui passent leur permis de chasser. J'avais fait une première chasse, chien courant, en chasse à court, du coup sans fusil. Et ouais, ça m'avait bien plu et du coup maintenant je chasse avec lui. Tanguy rentre bredouille ce soir de sa première journée de chasse. Le jeune homme a jusqu'à la fin du mois de février prochain pour retenter sa chance. Voilà, Germain, Tanguy, les jeunes chasseurs. Et à présent, David Fouillet. Bonjour David. Bonjour. Jeune chasseur de 18 ans. Alors je vous ai amené votre fusil, il est déchargé, vous allez vérifier, vous allez nous expliquer comment vous le chargez. Déjà, je vais m'assurer que les canons sont bien vides. En regardant le ciel? En regardant le ciel. Pas de branche, pas de toile d'araignée? Rien du tout. Je vais pouvoir procéder au chargement de l'arme. 2 cartouches? 2 cartouches. Hop. Ensuite, je ferme mon arme. Toujours canon vers le bas? Canon vers le bas. Et ensuite? Et ensuite, je suis prêt à chasser. Et vous le remontez? Très bien. On va aller discuter un petit peu, on va passer un obstacle, donc on décharge d'abord, hein, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Alors David, vous chassez avec votre chien, c'est un Springer, hein? Oui. Ouais, comment s'appelle-t-il? Hugolin. Vous pouvez chasser qu'avec votre chien, vous ne pouvez pas chasser tout seul? Ah, non, j'y prends quand même moins de goût. Ouais. Mais c'est le chien qui fait tout le travail? Ouais, et puis bon, c'est toujours plaisant. Il me trouve plus de choses, des choses que je peux très bien laisser quand je chasse tout seul. C'est-à-dire des faisans qui restent gités dans la haie ou choses comme ça. Mais aussi, c'est parce que la chasse sans chien, pour moi, ça a beaucoup moins de charme. Vous pouvez chasser éventuellement sans le fusil, mais avec le chien? Pas avec ce type de chien, puisqu'on utilise plutôt des chiens courants. C'est pas un chien courant. Des chiens en meute qui sont beaucoup plus efficaces pour ce type de chasse. Mais voilà, hors saison de chasse, quand la chasse est fermée, oui, je chasse. Je promène mon chien sans mon fusil. Ouais. C'est un chien lever, c'est ça? Oui. Hein, ça veut dire quoi, lever? C'est-à-dire qu'il va pas marquer l'arrêt quand il a un animal devant lui. Il va immédiatement le faire partir. Donc c'est pas un chien d'arrêt? C'est pas un chien d'arrêt, non. C'est la différence entre les deux. Voilà. Très bien. Et alors, il faut éventer, c'est ça, pour chasser? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a l'objectif pour chasser, quand on est avec son chien, c'est d'avoir toujours le vent en face de nous. De manière à ce que le chien et les émanations des animaux, des faisans, des lièvres, tout ce que vous voulez qui sont devant nous, ça facilite vachement le travail du chien. Et aussi, ça ne pousse pas nos odeurs vers les animaux qui pourraient partir. Évidemment, vous débusquer à l'inverse et partir. Vous avez 18 ans, vous avez passé le permis juste avant vos 16 ans pour pouvoir chasser à la date anniversaire de vos 16 ans? Oui, c'est ça, oui. J'avais déjà mon permis de chasse accompagné avant, donc, mais c'était l'objectif, le passer, l'avoir tout de suite. Vous êtes mordu, qui vous a transmis cette passion? Mon grand-père. C'est lui qui chasse dans la famille? C'est lui qui chasse dans la famille, oui. Votre père chasse pas? Mon père ne chasse pas. Ça a sauté une génération? Si on peut dire, oui. Comment vous expliquez ça? Il y a eu une certaine évolution de la société, peut-être. Après, ils ont été peut-être moins passionnés des animaux, puisqu'ils ne travaillent pas dans les animaux. Moi, avant tout, comme je parlais des chiens, tout ça, c'est en la nature, tout ça. Mes parents sont moins proches de la nature que moi je ne suis. Et ça pourrait être expliqué. D'accord, donc ça fait un grand lien avec le grand-père. Ouais. Lui, il a passé le permis, il a eu son permis quand ce n'était pas un examen. Avant 1975. Est-ce que vous parlez un petit peu de votre différence de formation et est-ce que vous vous sentez mieux formé que lui? Lui, il a plus d'expérience, mais vous, mieux formé? Exactement, oui, c'est sûr. Prenons l'exemple de la sécurité.
Malgré que je chasse en sécurité avec mon grand-père, j'ai aucune crainte, mais on a vraiment de bonnes bases, que ce soit au niveau du partage de la nature avec les autres usagers, la sécurité tout seul aussi, et puis une connaissance de l'arme. On a vraiment de meilleures bases pour chasser en toute sécurité. Vous avez d'autres loisirs ou alors vous faites que de la chasse? Avant, je faisais du badminton, puis la chasse, la chasse a pris le dessus. Pour autant, ça n'empêche pas de pratiquer du sport avec mes amis. Ah d'accord, ce que j'allais vous demander. Vos amis sont étonnés ou pas que vous soyez chasseur? Non, d'ailleurs j'ai déjà mis chasseurs. Ouais, eux pratiquent le foot à côté, mais on les a régulièrement avec nous à la chasse. Bon. Si un jour il y a une vie de famille, la chasse devra laisser sa place ou au contraire, la compagne devra éventuellement s'adapter? Un peu des deux, je dirais. Ouais. Chacun doit faire des efforts. Pourquoi pas diminuer un peu la chasse, c'est sûr, parce que pour l'instant je suis tout seul, je la pratique intensivement, mais pas la supprimer, non, c'est pas possible. Très bien. Merci David. Je vais vous laisser avec Hugolin, qui a peut-être débusqué quelque chose, en tout cas vous allez pouvoir le rejoindre pour faire votre partie de chasse. Alors j'espère que vous en savez plus sur la chasse, c'est la fin de cette émission, et qu'on vous aura donné envie d'y venir, ou au contraire, qu'on vous aura fourni des arguments pour être contre, mais au moins vous saurez pourquoi. À vous de choisir. Fermeture de la chasse en tout cas le 28 février 2018. D'ici là, n'oubliez pas que tout ce qui est à voir et à savoir est sur France 3 Pays de la Loire.